Bonjour, ceci est la troisième partie du cours sur les enquêtes cas témoins dont nous avons déjà exposé les principes et les modalités de choix d'un groupe témoin. Alors, nous allons voir maintenant plusieurs variantes d'enquête cas témoins fondées sur l'appariement des cas et des témoins. Alors, nous allons survoler rapidement quelques modèles d'enquête cas témoins avec appariement simple ou multiple et les enquêtes de type cas croisé, cas pour cas et enquête cas témoin nichée dans une cohorte. Alors, voyons d'abord la technique d'un appariement simple. Il consiste à sélectionner pour chaque cas de l'étude un témoin qui présente les mêmes caractéristiques d'appariement que les cas. Si on a choisi d'apparier sur l'âge et le sexe, eh bien on prendra pour un cas de sexe masculin de 31-35 ans par exemple, un témoin homme de 31-35 ans. Si on a un cas qui est une femme de 46-50 ans, on prendra comme témoin une femme de 46-50 ans. On obtient ainsi une série de couples de cas et de témoins appariés. Comment analyser ces données? Il y a 4 combinaisons possibles de couples cas et témoins. On a les couples où cas et témoins sont exposés, les couples où les cas sont exposés et les témoins non exposés, à l'inverse les couples où les cas ne sont pas exposés alors que les témoins le sont, et enfin les couples où ni les cas ni les témoins ne sont exposés. Alors, sur la colonne de droite, on nomme les effectifs de chacun de ces groupes, respectivement E, F, G et H. Le test statistique pour vérifier s'il existe une liaison est le test de Kidde de McNemar, dont la formule est très simple, F moins G au carré divisé par F plus G. Et enfin, l'odds ratio, puisqu'il s'agit d'une enquête cas témoin, eh bien il se calcule par la formule de McNemar, extrêmement simple, nombre F de paires discordantes oui-non, divisé par le nombre G de paires discordantes non-oui. Donc vous voyez au passage que l'analyse appariée ne prend en compte que les paires discordantes et laisse tomber les paires concordantes, ce qui augmente la puissance de l'analyse par rapport à une comparaison simple. Et notez enfin que lorsqu'on a choisi un appariement de ce type, il est formellement interdit de casser l'appariement en analysant les données selon les calculs de l'odds ratio classique. Alors l'intérêt de l'appariement est double, c'est d'abord d'augmenter la puissance de l'étude, mais surtout c'est de maîtriser les éventuels facteurs de confusion. Alors, une présentation spéciale sera consacrée aux facteurs de confusion. Retenons seulement ici qu'un facteur de confusion est un facteur lié à la fois à la maladie et au facteur de risque étudié et que cette double liaison vient biaiser les résultats. Donc si on connaît par avance certains facteurs de confusion classiques, comme l'âge, le niveau social, etc., on peut anticiper ces biais éventuels en appariant sur ces facteurs. Alors, on n'est pas obligé de se limiter à l'appariement d'un seul témoin pour un cas. Pour augmenter encore la puissance, rien n'empêche d'apparier plusieurs témoins pour un cas. Dans cet exemple, nous avons non plus un couple, mais un triplet composé d'un cas et de 2 témoins. Rien n'empêche d'ailleurs d'ajouter un troisième témoin et nous avons alors un quadruplet. Alors bien évidemment, le nombre de combinaisons devient complexe. Ici, nous avons un cas de figure simple où les 3 témoins ne sont pas exposés pour un cas exposé. Mais on peut avoir la situation d'un cas exposé pour 2 témoins qui ne le sont pas et un témoin lui aussi exposé. Et voici la liste de tous les cas de figure possibles et il reste encore la possibilité qu'il manque certains témoins. Donc dans cette situation, l'analyse est compliquée, mais elle est possible par les logiciels qui calculent l'odds ratio et son intervalle de confiance qui s'interprètent exactement comme les odds ratios précédents. Alors, troisième méthode plus simple pour apparier cas et témoins, c'est l'appariement de fréquence. Lorsqu'on connaît déjà les cas et leur distribution selon les catégories d'un éventuel facteur de confusion, on peut équilibrer le nombre de témoins proportionnellement dans chacune de ces catégories. Alors le mieux c'est de voir un exemple. Voici une distribution de 100 cas selon leur âge, avec 10% de 20-29 ans, 15% de 30-39 ans, etc. Alors si on décide de prendre 200 témoins, eh bien on choisira 10% dans la classe d'âge 20-29, soit 20 témoins, 15% dans la classe suivante, soit 30 témoins, etc. On obtient ainsi une série de témoins dont la distribution selon le facteur de confusion de la classe d'âge est identique à celle des cas. Et en ce qui concerne l'analyse, comme les cas et les témoins ne sont pas appariés individuellement, on calcule un odds ratio classique. Alors voyons maintenant une façon tout à fait particulière de choisir un groupe témoin. Il s'agit des études cas croisés ou Case Crossover Studies. Alors dans ce type d'enquête, on prend les cas comme leurs propres témoins. C'est-à-dire qu'on ne va pas perdre de temps à chercher des témoins ailleurs, on interroge les cas
à la fois sur leur exposition pendant la période considérée comme à risque, précédant la maladie, et aussi sur leur exposition éventuelle pendant une période dite témoin, antérieure à la survenue de la maladie et à sa durée maximum d'incubation. Alors comme on le voit, cette méthode est surtout utilisée dans l'étude des maladies infectieuses. Alors voyons les choses pas à pas. Supposons le début de la maladie au jour J0 pour tous les cas. Alors supposons une période d'incubation maximum de 3 jours, donc il n'existe pas de cas qui puissent être contaminés avant J-3. On considère donc comme période à risque la période J-3 à J0. On va ensuite choisir une autre période suffisamment antérieure pour être sûr que même s'il y a eu exposition, il ne peut y avoir eu de contamination responsable d'une maladie ayant débuté à J0. Par exemple, la période J-8, J-5 est définie comme période témoin. Et on interroge maintenant les cas sur leur exposition pendant les deux périodes. Alors ici, le cas en rouge répond avoir été exposé pendant la période à risque. Et en tant que témoin, pendant la période témoin, il déclare ne pas avoir été exposé. Il s'agit donc, si on peut dire, d'un couple, cas exposé, témoin non exposé. Alors, deuxième situation, le cas répond avoir été exposé pendant les deux périodes, donc cas exposé, témoin exposé. On retrouve ensuite les autres cas de figure, cas non exposé, témoin exposé, et enfin, cas et témoin non exposés. On se retrouve donc finalement avec des paires concordantes et discordantes, et on procède à l'analyse exactement comme pour l'appariement simple par un odds ratio de McNemar. Alors, pour illustrer l'enquête cas croisée, prenons cet exemple réel d'une épidémie de salmonellose. Alors, on dispose seulement de 17 cas et on suspecte la consommation d'un type de steak haché. On sait que la durée d'incubation de la salmonellose est d'environ 2 jours. On définit donc la période à risque J-3 à J0. Et on définit comme période témoin la période J-8 à J-5 qui nous garantit l'impossibilité qu'un cas de cet épisode puisse avoir été contaminé pendant cette durée. Et nous obtenons un premier groupe de paires concordantes composé de 3 cas ayant consommé du steak haché pendant la période à risque et aussi pendant la période témoin, et 2 cas n'en ayant pas consommé quelle que soit la période. Donc nous laissons donc de côté ces deux groupes concordants qui n'apportent rien. Ensuite, nous avons un groupe de paires discordantes composé de 10 cas ayant consommé du steak seulement pendant la période à risque, et enfin 2 cas ayant à l'inverse consommé du steak seulement pendant la période témoin. Donc l'effectif F des paires discordantes plus-moins c'est 10, et l'effectif G des paires discordantes moins-plus est 2. Le calcul de l'odds ratio de McNemar, 10 divisé par 2, nous donne donc un odds ratio de 5, et on peut conclure que le risque de salmonellose était 5 fois plus élevé si on avait consommé du steak haché pendant la période à risque. Donc vous voyez l'intérêt de ces enquêtes cas croisées qui permettent de travailler uniquement avec des cas sans avoir le souci de recruter des témoins, ce qui fait gagner un temps précieux. Alors voyons encore une autre façon de choisir des témoins, l'enquête case to case en anglais, difficile à traduire en français. Alors, on l'utilise essentiellement dans des épisodes de maladies infectieuses de courte durée. La méthode s'utilise en cas d'épidémie due à une maladie existant par ailleurs à l'état sporadique ou endémique. Lors d'une épidémie liée à une source commune, les germes isolés chez les cas présentent en général le même profil génomique. Alors que les souches provenant des cas sporadiques, n'ayant aucun lien avec le phénomène épidémique, présentent des profils hétérogènes et différents des cas épidémiques. Donc la méthode consiste à prendre comme témoins ces cas sporadiques qui constituent en quelque sorte le bruit de fond de l'épidémie. Alors on va prendre encore un exemple de cas groupé de salmonellose à Paratyphi B dans cet exemple. Les germes ont été typés avec la technique des lysotypes, peu importe. Nous avons en bleu la courbe épidémique avec tous les cas qui ont le même lysotype, 1 var 3, et en jaune divers lysotypes qui appartiennent à des cas sporadiques. Et pour faire l'enquête cas témoin, on divise cette population de cas en deux parties. On prend comme cas les lysotypes 1 var 3 en bleu et comme témoin les autres lysotypes en jaune. Les résultats sont présentés sur ce tableau. On y étudie le rôle éventuel de la consommation d'un fromage de chèvre au lait cru. Alors, les auteurs ont sélectionné 59 cas lysotype 1 var 3 et 59 témoins non appariés
parmi des malades présentant d'autres lysotypes. L'odds ratio de 3,8 et son intervalle de confiance permettent de conclure au risque de survenue de salmonellose de ce lysotype 1 var 3 lié à la consommation de ce fromage. Alors, il existe une dernière façon de choisir des témoins, l'enquête cas témoin intracohorte ou enquête cas témoin nichée. Alors, là encore, on part d'une cohorte déjà mise en place, mais cette fois-ci, on décide qu'à chaque fois que survient un cas, on tire au sort un ou plusieurs témoins parmi les sujets encore sains de la cohorte. Donc chaque cas est apparié à ces témoins sur la durée d'exposition qui est identique pour chacun d'eux. Alors, nous avons décliné très rapidement tous ces types d'enquêtes, qui mériteraient bien sûr de plus longs développements. Il faut bien garder à l'esprit que toutes ces variantes d'enquête cas témoin ont pour but de simplifier et d'accélérer le processus de découverte d'une cause. Ce sont des méthodes d'épidémiologie pratique appliquées au terrain qui visent à prescrire au plus tôt des actions préventives. Donc elles ne prétendent pas remplacer les méthodes de l'épidémiologie analytique de recherche qui sont basées sur de grandes cohortes qui garantissent une plus grande rigueur dans les résultats. Alors, une série de vidéos est consacrée à l'étude des cohortes. Mais en attendant, je vous donne rendez-vous pour la 4e partie de ce cours consacrée au calcul de la taille des effectifs nécessaires à une enquête cas témoin.